Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, Charles Gave, ce que vous venez d'entendre, cette voix suave, on a commencé l'émission avec cela, c'est Ursula von der Leyen elle-même qui enseigne au peuple du monde entier et d'Europe en particulier à se laver les mains dans l'économie. Elle l'a fait déjà il y a quelque temps et on la voit en train de se laver les mains avec le moins d'eau possible, avec le moins de savon possible et se montrer en majesté avec ses mains. Et vous voyez, elle vient d'annoncer d'ailleurs un certain nombre de milliards d'euros elle-même pour l'Ukraine, au nom de tous les pays européens. Elle vient d'annoncer effectivement, Anthony Blinken, au nom de l'Amérique, a annoncé également un certain nombre de milliards. Alors, très bien, tout cela au nom de la liberté et des valeurs. Mais Charles Gave, est-ce que c'est vraiment au nom de la liberté et des valeurs que l'Europe, depuis déjà 6 mois, et pour quelles raisons, en tout cas, en armes et en matériel, administre tout cela au moment où nous vivons une pénurie assez compliquée? Ah, vous me posez un piège, là. Tiens, c'est la question sur l'Ukraine, c'est la question qui fâche. Mais ça m'est égal. Fâcher les gens ne m'a jamais beaucoup gêné. Non, je crois qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu en termes historiques, parce que dans le fond, ces terres sont marquées par l'histoire. Je crois qu'en russe, j'en suis pas sûr, mais je crois, Ukraine veut dire frontière. Et donc c'était la frontière entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Ouais. Et ça fait un petit moment que, mettons, ces deux se mettent sur la gueule. Ça a commencé au moment du schisme, et puis il y a eu des croisades, etc. Vous connaissez Quelques siècles se sont passés, oui. Quelques siècles se sont passés. Et ces deux façons de penser la religion complètement différentes. C'est-à-dire que en Russie, nous avons beaucoup, ils pratiquent beaucoup depuis toujours le césaropapisme. C'est-à-dire que le chef de l'Église, c'est un peu le chef de l'exécutif. Et le grand personnage de l'Église rend compte aux tsars. Ça a toujours été le cas. Alors que nous, on a toujours eu la séparation entre l'Église et l'État. L'alliance du sabre et du goupillon, là-bas, est très forte. Très forte. Et le goupillon, il n'a pas grand-chose à dire quand c'est le sabre qui parle, quoi. Donc ça fait... Et ce à quoi j'arrive, c'est que je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que cette crise ukrainienne, c'est vraiment une crise de la façon dont on conçoit le monde. C'est-à-dire que nous avons une certaine idée de ce que ce sont les libertés. Et eux, ils ont des idées complètement différentes et qui sont beaucoup plus ancrées dans leur religion, quoi. Nous sommes ancrés dans une religion laïque, qu'on le veuille ou non, depuis un petit moment. Certes. Et donc, je crois que quand je l'écoute parler Poutine, j'ai l'impression, mais encore une fois, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il considère que son devoir est de protéger les populations russes contre les saloperies morales qui viennent de l'Occident, que nous considérons comme des avancées importantes. Oui, c'est tout le schisme qui se passe d'ailleurs, on le voit économiquement aussi, avec des pays dits émergents, le conflit de civilisation qui n'a jamais été plus fort. C'est un conflit de civilisation, c'est-à-dire que nous, on est arrivé au bout extrême de la glorification de l'individu, c'est-à-dire on disait autrefois, je pense, donc je suis. Aujourd'hui, on dit je ressens, donc j'ai le droit de. Mais c'est pas l'idée de ces pays-là qui sont beaucoup plus fondés sur une unité géographique et culturelle qui les a opposés à toutes leurs... faut pas oublier que les Russes nous ont débarrassés des Mongols quand même, faut pas, qui était un petit peu un danger pour l'Europe. Donc et même un peu des nazis quand même. Et même un peu des nazis, beaucoup même des nazis. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que présenter ça comme une lutte de la liberté contre la tyrannie. Contre la tyrannie, ça me paraît un peu simpliste. Surtout quand on sait que l'Ukraine est un pays, dans le fond, qui est comment dire, il me semble que... C'est un pays, bien sûr. C'est un pays, mais c'est un pays qui est bizarre, parce que tel qu'il a été découpé après la chute de l'URSS, vous avez à peu près un tiers de Polonais ou de Hongrois, un tiers de Russes et un tiers d'Ukrainiens. Oui, c'est toute la difficulté, effectivement. Et ces gens-là ne veulent pas vivre ensemble. Vous savez, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et on l'a bien vu quand il y a eu le coup d'État de Maïdan. 2014.
Ben, quelque part, quand les pro-ukrainiens ont pris le pouvoir contre les pro-russes, en virant un président qui était pro-russe, eh bien, ils ont commencé à mener une politique contre les Russes ukrainiens qui était tout à fait violente. Et on a essayé d'empêcher ça avec les accords de Minsk qu'on n'a pas fait respecter. Donc, c'est une histoire qui remonte à très très loin. C'est vrai, et qui ne se résoudra pas comme ça, c'est vrai, mais effectivement, on le voit très 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 bien, parce que il y a une guerre qui continue, qui est c'est pour ça que je parlais de ça, très financée, etc., de part et d'autre, et on peut espérer quand même qu'on fasse tout, et c'est pas le cas, pour que cette guerre finisse, parce que qui en prend vraiment, c'est ce peuple ukrainien aussi qui en prend vraiment plein la face, si je peux dire. Mais je voudrais aussi qu'on revienne peut-être en France, qu'on revienne à EDF et qu'on revienne à Monsieur Lévy, qui sera bientôt l'ex-PDG d'EDF. Alors Charles Gave, écoutez ce qui se disait hier dans BFM Business. C'est intéressant et je vous demanderai de commenter cela notamment. Le sentiment global est pour donner qu'une seule illustration, celui qui prévaut en Allemagne, c'est que EDF est dans un état de désolation totale, c'est une enquête d'un magazine économique récente qui parlait en Allemagne, qui parle d'un manque, d'une mauvaise gestion, d'un manque de planification, d'une insouciance de l'actionnaire, donc de l'État, qui fait que maintenant c'est une entreprise délabrée et qu'on assiste à une débâcle, notamment du fait de cette question nucléaire en France, qui était de ce point de vue-là tout à fait imprévisible. Mais vous imaginez que c'est l'Allemagne qui va nous vendre son électricité nucléaire, enfin avec du gaz aussi, mais bon voilà, et nous on va lui vendre du gaz, vous vous rendez compte Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu 3 mois, vous avez parlé de l'Europe qui se tirait une balle, pas dans les pieds mais dans le ventre. Et aujourd'hui, il y a cette histoire de Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, qui se fait virer, comme d'ailleurs, comparaison n'est pas raison, Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui s'était viré. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe un phénomène extraordinaire. Encore une fois, il faut revenir en arrière. Il y a 20 ans, à peu près 30 ans, la France dominait tous les aspects de la construction, de la production d'électricité. Si vous voulez, l'uranium, avec Areva, les centrales nucléaires, avec EDF, la distribution d'électricité, on contrôlait tout. Et puis, les écologistes qui ont commencé à avoir du pouvoir et qui ont commencé à pousser, c'était avec le gouvernement Jospin. On a fermé, par exemple, le Superphénix. Vous savez, c'était cette fusion nucléaire, au minimum, où on essayait de faire des recherches. Et les gens qui sont arrivés là, quand Jospin a fermé Superphénix, je le sais de source sûre, parce que j'avais des amis qui y travaillaient, il y a des gens qui sont arrivés, des écolos, et qui ont brûlé toute la bibliothèque. Ah oui, carrément. Donc, il faut bien voir que derrière cette espèce de haine du nucléaire et des matures fossiles, il y a un mouvement profondément anti-scientifique, de nature religieuse, qui disent que tout ça, ça fait du mal à Gaïa, là vous savez, la DSTR, et qu'il faut s'opposer à ça, et quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût, c'est-à-dire finalement, quel qu'en soit le coût pour les petites gens, parce que quand la consommation d'énergie baisse, c'est les petites gens qui meurent de faim, c'est pas les gros. C'est pas les gros, c'est pas les professeurs du secondaire. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a eu un mouvement violent contre le nucléaire. Et ça a eu des implications très fortes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on voulait commencer une nouvelle centrale nucléaire, on n'a plus les ingénieurs. Parce que ça fait 25 ans que tous les gars qui sortent des arts et métiers, on leur dit surtout tu vas pas dans le nucléaire parce que c'est fini, on va le fermer. C'est ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy, d'ailleurs, il y a quelques jours, effectivement. On n'a plus parce qu'on veut rétablir les centrales nucléaires. Je rappelle juste, Charles Gave, que encore en 2021, l'année dernière, la France était premier exportateur européen d'électricité. Et le président actuel a dit que c'est lui qui honorerait la promesse de Hollande de fermer Fessenheim, ce qu'ils ont fait. Et puis ensuite, il a décidé qu'on devait fermer la moitié des centrales nucléaires dans les 10 ans qui viennent. Et vous savez qui était en charge du dossier pour fermer tout ça? C'est la première ministre actuelle. Ah oui, elle était ministre de l'énergie. Et elle n'a pas poussé, elle n'a pas couiné. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit mais c'est une folie. Elle est ingénieure. Je crois qu'elle a fait Polytechnique. Donc elle savait que c'était une imbécilité scientifique, mais elle sait quoi, si j'ose dire, elle a accepté tranquillement. Donc, vous êtes le président d'EDF.
on vous dit qu'on va fermer la moitié de vos centrales. Est-ce que vous les entretenez bien? Vous dites, à quoi ça sert? Elles vont fermer. Donc j'essaye de les faire durer encore 5-6 ans, mais je minimise les coûts. Et en plus, ce qu'ils ont fait à EDF, qui était simple et tout d'exécution, sous la pression de l'Europe, ils ont forcé EDF à vendre son électricité nucléaire à perte à des concurrents qui vendaient ensuite cette électricité à des tierces parties sans produire rien du tout eux-mêmes. Extraordinaire cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un faux marché de la revente de l'électricité nucléaire. C'était le quart du chiffre d'affaires d'EDF qui partait en subvention à des concurrents qui n'étaient que des amis du pouvoir en place. C'était le capitalisme de connivence dans toute son horreur. Et qui ne faisaient rien, ces concurrents qui ne produisaient rien. Ils ne produisaient rien. Ils allaient voir vous, moi, etc. Ils vous disaient, moi j'ai un prix spécial chez EDF, donc je vous vends l'électricité. Et puis quand le prix est passé de 45 ou je sais plus combien à 1000 ou j'en sais rien, tous ces gars-là ont fermé boutique et ont dit aux clients d'EDF, vous retournez chez EDF. Mais à ce moment-là, le client EDF leur a dit, mais j'ai pas la capacité puisque je l'ai vendu. Ben oui. J'ai pas la capacité. Et en plus, je l'ai vendu à terme. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et donc EDF est en faillite et le gouvernement la renationalise. Mais c'est vraiment une histoire qui n'arrive qu'en France. C'est-à-dire qu'on devait... Ici, il y a 20 ans, moi qui suis un financier, si on m'avait prévu que le prix du pétrole et le prix du gaz allaient monter comme ça, j'aurais dit bourrez-vous de EDF et bourrez-vous de... Ben oui, très bonne action, ça va marcher. Ça ne peut pas marcher, ils ont des coûts très bas, le prix va exploser, ils vont se faire des marges pas possibles. Et ben le gouvernement a réussi à mettre en faillite EDF, alors que c'était le producteur qui avait le coût le plus bas du monde. Formidable. Il faut quand même avoir fait de longues études pour faire un coup comme ça. N'oubliez pas le slogan présidentiel, soyez fiers d'être des amateurs. On se retrouve avec Charles Gave tout de suite après cette petite pause. Et oui, on se retrouve dans quelques instants avec Charles Gave, président de l'Institut des libertés économistes. N'oubliez pas qu'on attend vos réactions, vos témoignages à partir donc de 13h45 ou plutôt la deuxième partie d'émission. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Charles Gave, président de l'Institut des libertés, nous parlons un peu de la situation avec vraiment le tableau, la palette. Charles Gave, vous avez entendu, comme moi, comme nous tous, une trentaine de piscines fermées en France parce que, voilà, faute d'énergie, un certain nombre d'usines et d'entreprises, on a parlé hier à Philippe Erlin, qui ferment, le prix du gaz, le prix de l'électricité qui explose, Ursula von der Leyen, que nous avons entendu dans ses œuvres chantantes, qui dit qu'il faut réduction obligatoire de la consommation électrique pendant les heures de pointe. Elle dit il faut que ça soit obligatoire, la consommation électrique pendant les heures de pointe, les sanctions effectivement envers la Russie, etc., etc. En fait, on assiste à quoi? C'est une fuite en avant, c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose d'étonnant. On dit voilà, serrez-vous la ceinture. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, je crois que la principale raison, c'est quand même l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Outre d'avoir foutu en l'air EDF, bon, on a parlé, oui. Ils ont investi des dizaines et des dizaines de milliards d'euros dans ce que j'appelle les moulins à vent et les miroirs magiques. Vous savez, c'est... Les éoliennes et les panneaux solaires. Voilà. C'est ça. Ah, vous les appelez les moulins à vent et les miroirs magiques. Oui, c'est à peu près. Vous savez, on avait déjà découvert ça au moment d'Archimède, donc il avait... bref. Donc les moulins à vent, bon. Oui. Et comme ça, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, puisqu'on ne peut pas la stocker. Et comme quand il n'y a pas de soleil, comme par exemple la nuit, ce qui arrive assez fréquemment quand même, il n'y a pas d'électricité. Donc, devant chacune de ces positions censées produire de l'énergie... Et qui sont intermittentes, en vérité. Qui sont intermittentes, on a à chaque fois collé une centrale pour faire de l'électricité au cas où les deux autres ne marcheraient pas. Et vous savez à quoi on l'a fait, cette centrale? On l'a fait au gaz. Donc, on me rappelle l'histoire de la ligne Maginot, dont on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que l'usine d'électricité était à Strasbourg. Comme ça, il suffisait que les Allemands donnent un coup de canon sur le... À portée du canon allemand. À portée du canon allemand. On peut pas, juste avant au moment de la guerre, ils ont changé, Bref. Ce que je veux dire par là, ça fait quand même 20 ans qu'on nous casse les pieds avec la transition énergétique.
Vous auriez pu penser qu'ils allaient mettre des centrales à côté des endroits où on était censé produire l'électricité et on n'en produisait pas, qui utilisaient des produits locaux, je sais pas quoi, du charbon, n'importe quoi, mais surtout pas du gaz, puisque tout le gaz venait de Russie. Donc, on coupe les importations de Russie de notre propre chef, ils nous demandaient rien, ils voulaient respecter les contrats, eux, et on se retrouve complètement démunis, et c'est comme si... j'imagine que Pétain, en 1942, il a dû dire aux gens, écoutez les gars, on n'est pas sur Terre pour rigoler, donc... il a dit, oui. Il a dit, mettez-vous au boulot, allez travailler en Allemagne le cas échéant, et donc... voilà, c'est la même chose, c'est une impréparation et c'est un désastre intellectuel ce qui nous arrive. Ce qu'on dit, c'est un désastre économique, mais la première des choses, c'est que c'est un désastre intellectuel. Moi, à tous mes clients, j'écris des papiers, je vais les voir, etc. Ça fait 2-3 ans que je leur disais, les enfants, il y a une crise énergétique monstrueuse qui va arriver. Donc si moi, dans mon petit coin, je suis capable de le voir, je vois pas pourquoi tous ces gens-là qui sont entourés de types plus brillants que les uns que les autres ne sont pas capables de le voir. Mais alors, d'où vient ce désastre intellectuel, franchement? Vous avez un peu réfléchi là-dessus. Je crois qu'on en a discuté ensemble, vous avez même invité un jour là-dessus, pour qu'on va essayer de m'expliquer pourquoi le niveau intellectuel des classes dirigeantes en France s'est écroulé comme ça. Et c'est pas nouveau. Si vous comparez les gens qui entourent Macron aux gens qui entouraient De Gaulle, entre Guillaume, etc., il y avait quand même des poids lourds autour de Gaulle, c'était pas n'importe quoi. On pouvait pas être d'accord, mais enfin c'était des mecs qui avaient l'intérêt de la France, qui réfléchissaient à long terme, etc. Donc là, on a des pantins, c'est-à-dire des gens dont le but essentiel dans la vie, c'est de gagner l'élection cantonale la semaine prochaine. Ils ne raisonnent qu'en fonction, mais quand vous... De la réélection. De la réélection et de l'élection de la semaine prochaine, quelle qu'elle soit. Et moi, ce qui me tue, c'est que si vous faites une politique énergétique, votre horizon est 30 ou 35 ans. Vous en avez... À la limite, c'est même pas quelque chose qui vous rentre dans la tête, quoi. Donc on a une série de gens foutres, mais qui dépasse l'entendement. Mais le vrai problème que je vois partout en Europe, c'est que ça s'est passé partout en Europe, cet écroulement du personnel politique. Ouais. Et le but dans une démocratie, c'est quand il y a un type qui est trop nul, on le vire, quoi. On fait une élection, on le vire, etc. Mais il n'y a pas un pays en Europe où il y ait quelqu'un sur la liste d'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous allez mettre à la place en Angleterre? Madame Truss, la pauvre femme, elle est nulle. En Allemagne, c'est effrayant. Vous regardez partout. Donc, comment se fait-il que cette espèce de... l'avatar européen nous ait amené un personnel politique aussi nul partout? Et est-ce que Charles Gave, on n'a pas le personnel politique qu'on mérite? C'est-à-dire qu'on a poser la question, en tout cas. Mais si vous voulez, si vous me demandez à vous ou moi d'aller faire quelque chose en France, je peux rien faire puisque je ne suis pas maître de ma monnaie, je ne suis pas maître de mes taux d'intérêt, je ne suis pas maître de mon budget, je ne suis pas maître de ma loi puisque tout est fait, etc. Donc, à quoi ça sert d'être au gouvernement en France? Puisque de toute façon, vous allez avoir aucun pouvoir. Donc, vous n'attirez que les gars qui sont attirés que par les apparences du pouvoir, mais pas par la réalité du pouvoir. Ça veut dire que le vrai pouvoir aujourd'hui, enfin, un des vrais pouvoirs, c'est chez Madame von der Leyen et la Commission européenne? C'est eux qui les prennent et on les laisse les prendre. Par exemple. Ils ne sont pas élus d'ailleurs. Ils sont pas. Aucun n'est élu. Et j'ai lu un papier très intéressant fait par un politologue américain qui m'a amusé. Il a dit on est en train de remplacer the rule of law, vous savez, la règle par la loi. L'état de droit. L'état de droit par the rule of judges. Par les règles des juges. Par les règles des juges. Donc vous avez toute une série de gars à Bruxelles, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice européenne, qui dans le fond font le droit, alors que ça devrait être la responsabilité de chaque parlement, de chaque pays et des citoyens. Mais là, ils sont élus par personne et ils font le droit. On ne peut pas virer un ayatollah de service qui aurait dit des choses désagréables en France sur la France. On est obligé de demander la permission à Bruxelles, qui nous la donne ou qui ne la donne pas. Donc, on a une perte monstrueuse de souveraineté en France et qui n'est pas compensée par une montée en puissance de l'Europe qui ferait le boulot de protéger, par exemple, les frontières européennes. Oui. Donc, qui jouerait un rôle de médiateur entre la Russie et les États-Unis, par exemple. Enfin, et qui s'est couché dans les États-Unis avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Ouais. Donc on a... C'est une trahison des élites, vous savez, comme l'avait dit... La trahison des clercs, vous parlez, effectivement. On a une trahison, mais extraordinaire. Et c'est pour ça que les gens ne vont plus voter.
On va en parler tout de suite après ceci, et avec les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, et avec Charles Gave. Absolument, restez avec nous. Nous serons de retour juste après la pub avec notre invité Charles Gave, président de l'Institut des libertés et économiste. 0826 300 300 pour vos témoignages et réactions. À tout à l'heure. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous ces états, Charles Gave, président des études des libertés, économiste et financier. Charles Gave, alors expliquez-nous, maintenant on voit, on ferme des piscines, on ferme des entreprises, pas seulement en France, en Angleterre, en Allemagne, enfin bon, tout ça on le sait, on se demande encore une fois comment ça va se passer. Mais dites-moi alors, aujourd'hui, parce qu'il faut décrire ce mécanisme tout à fait étonnant, où achetons-nous notre gaz et notre pétrole ? Comment ça se passe? Quels sont les circuits? Puisque les Russes, terminés, les Russes ont continué à nous en vendre pendant un petit moment parce qu'ils continuaient ils respectaient les contrats à long terme, donc ils ont continué à nous en vendre. La plus grosse partie du gaz français n'a pas été acheté à 1000, mais probablement à 200, 300, vous savez, celle qui est en... parce que c'était les livraisons. Bon. Donc, mais ça, c'est fini, puisque apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, enfin ce que disent les Russes, c'est que les sociétés de services européennes qui devaient entretenir le pipeline russe, Nord Stream 1, là, refusent d'intervenir puisqu'il y a une interdiction de faire du commerce avec la Russie. Donc, la Russie ferme son pipeline. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle nous dit, dites les gars, si vous voulez, on en a fait un, deuxième, qui s'appelle le Nord Stream 2, qu'on a fermé avant qu'il marche, parce que vous voulez plus acheter notre gaz. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie le gaz par Nord Stream 2? Mais comme Nord Stream 2, c'est un peu le diable, ils avaient, si on reçoit plus de gaz russe, on va plus en recevoir. Donc ça va faire un hiver un peu long, surtout s'il est froid. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie du gaz russe qui part vers la Chine, où on fait ce qu'il faut faire, et on la met dans un méthanier, qui traverse la terre entière. Et on la ramène en Europe. On la ramène en Europe. Donc l'Europe achète du gaz russe, mais ça s'appelle du gaz chinois. Du gaz chinois, alors qu'ils en font pas des masses, les Chinois. Hein. Ouais. Mais on l'achète en dollars et 2 fois plus cher. D'accord. Comme on achète du gaz de schiste américain, par exemple. On achète du gaz de schiste américain, mais les Américains, ils n'ont pas tous les bateaux qu'il faut, il n'y a pas toujours les ports pétroliers pour le faire, etc. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que j'avais expliqué quasiment le premier jour, je devais être ici, d'ailleurs, après le début de la guerre, c'est que j'avais dit, vous n'avez pas l'air de comprendre quelque chose. Monsieur Macron avait dit, on va mutualiser nos achats en Europe, comme ça on aura des meilleurs prix. Mais je leur avais dit, s'il y a une pénurie de gaz et de pétrole, vous pouvez mutualiser tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de meilleur prix parce que c'est le vendeur qui fait le prix. Bien sûr. Et il n'y a personne d'autre. Vous mutualisez pas la demande, l'offre, pardon. L'offre, il y en a. Donc j'avais dit, il n'y a pas assez de gaz, il n'y a pas assez de pétrole, donc leurs prix vont monter. Et M. Macron peut mutualiser tout ce qu'il veut, il n'aura aucun rabais, c'est du pipeau, c'était n'importe quoi. Alors ça se passe comment concrètement aujourd'hui? Il y a la Chine, vous avez l'Inde aussi, je crois, joue son rôle. L'Inde se fournit en pétrole russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Européens ont décidé qu'ils allaient essayer de mettre une espèce de prix maximum sur le pétrole européen, sur le pétrole russe. Le russe, oui, c'est ce que dit Ursula von der Leyen. Et on va mettre ça. Pas le plafond. Oui. Un plafond. Vous n'aurez pas le droit de gagner plus que tant, sinon on vous assure pas. Mais bon, il est vrai que l'assurance mondiale dans le monde est au Lloyd's, à Londres. Lloyd's, oui. Mais si vous imaginez que des pays comme la Chine et la Russie n'ont pas des assurances à eux et qui peuvent assurer leurs bateaux, c'est d'un enfantillage. Encore une fois, c'est surestimer la puissance qui nous reste à nous autres Européens ou Américains, ce que j'appelle les Guailos, vous savez, les non-BRICS. Les non-BRICS, oui. Eh bien, les BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine ont déjà dit, votre cap sur le prix pétrolier, vous pouvez vous le mettre où vous le voulez, mais nous, on le respectera absolument pas. Et si vous imaginez que Mme von der Leyen fait peur à Xi ou à Modi, ça me paraît complètement idiot. Donc, on a des gens qui s'agitent comme s'ils avaient le pouvoir. Ils font des bruits comme s'ils avaient le pouvoir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais ça me rappelle, vous savez comment il s'appelait, Comical Ali de Saddam Hussein, quand il était là et qui disait, vous allez voir ce que la branlée qu'on va mettre aux Américains, on voyait les tanks américains qui arrivaient derrière lui, il ne les avait pas vus, quoi. Donc, le gouvernement européen aujourd'hui, c'est Comical Ali. C'est les gars de Saddam Hussein, mais qui sont d'une nullité et d'une fatuité
Ils pensent que les gens ont peur d'eux, s'intéressent à eux, qu'ils sont le futur de l'humanité. Vous estimez, Charles Gave, qu'aujourd'hui l'Europe est en fait l'objet, pas le sujet, effectivement, de ce qui se passe, c'est la grande absente. Enfin, quelque part, la grande impuissante, si je peux me Oui, mais la grande impuissante, mais je veux bien qu'elle soit impuissante. C'est pas, par exemple, la Hollande et la Belgique étaient impuissantes contre les troupes nazies en 1940. Bon, ben, il y a des moments où vous êtes impuissant, vous n'y pouvez rien, quoi, parce que vous êtes simplement plus petit et pas assez armé. Rapport de force. Rapport de force. Oui. Mais là, non seulement on est complètement impuissant, mais on s'est gouré sur l'analyse. Et on prétend qu'on va voir ceci, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Mais c'est l'Église catholique qui excommunie les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde s'en fout quand vous êtes musulman. Non, je sais pas. D'être excommunié par l'Église catholique, ça vous... C'est pas très haut d'avoir provoqué. Donc ils sont en train d'excommunier la terre entière, mais tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'est devenu un non-objet. L'Europe est sortie complètement de l'histoire en tant que sujet de l'histoire. Elle est maintenant une espèce de vague truc. Et ce qui veut dire que l'Europe aujourd'hui, c'est terrifiant, mais a le coût de l'énergie le plus élevé du monde. Oui. Ça, c'est nouveau, ça. Alors qu'avec nous, la France, à l'électricité, on aurait pu se débrouiller très bien. Elle a le coût du travail le plus élevé du monde, l'environnement réglementaire le moins favorable du monde, et un manque de capacité de décision totale, ayant dépensé tout ce budget pour le Covid, etc. Donc, l'économie européenne va s'effondrer. Puisque on est concurrentiel en rien. Les parfums et les vins, peut-être. Oui, les parfums, les vins, mais c'est pas ça qui fait une économie, j'en demeure d'accord avec vous. Mais dites-moi, au fond, est-ce qu'on va pas faire de prévision, et on l'a dit souvent avec vous, on n'est pas là pour jouer les voyantes. Mais quand même, à un moment donné, est-ce que cette situation, franchement, peut se prolonger sans provoquer à un moment donné, étant donné qu'ils nous le disent tous, il y aura des raréfactions, il y aura des réductions, etc. On voit les Suisses qui veulent mettre une police, attendez, pas le chauffage, etc. Attention, des sanctions énormes. On voulait faire une police du climat ou de la température. Ici en France, on la fera pas, mais est-ce qu'à un moment donné, quand même, ces choses peuvent continuer, perdurer pendant des années et des années? Regardez l'imbécilité, si je peux me permettre, ça fait 70 ou 80 ans qu'elle perdure en Argentine. Ouais. C'est quand vous avez des types complètement nuls au pouvoir et qui ont capturé toutes les formes d'arbre arrivé au pouvoir, d'exercice du pouvoir et tout, vous vous enfoncez perpétuellement, les gens les plus brillants quittent le pays, vous restez avec les crétins et qui continuent à réclamer plus de ceci. Ou ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne sont pas crétins, mais ils n'ont pas les moyens de quitter le pays aussi. Oui. La plupart des gens qui sont en Argentine, quand même, ils sont arrivés d'un autre pays, leurs parents ou leurs grands-parents, donc ils savent qu'on peut bouger. Parce que si vous avez toujours été paysan dans la Creuse depuis 10 générations, vous dites non, je vais rester ici quand même. Bien sûr. C'est pas la même chose. Donc non, mais le vrai problème, c'est... Il y avait un historien anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toynbee. Arnold Toynbee, oui. Arnold Toynbee, qui avait écrit un livre qui s'appelait Study of History, l'histoire en français, qui est un grand bouquin qui fait 1000 pages, mais dans lequel il disait, dans le fond, le rôle des élites, c'est de répondre aux défis qui se posent au pays. Ah, bien sûr. C'est leur rôle et on les paye pour ça. Paye pour ça. Et ils ont demandé à l'être. Ils réclament leur titre d'élite. Et donc, il disait, si l'élite ne réussit pas à répondre à un challenge, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on change l'élite. Parce qu'il faut des élites. Il faut des élites. Pas celle-là. Donc, l'embêtant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a personne dans liste d'attente. Ouais. Donc, il dit, s'il n'y a personne dans liste d'attente, s'il continue sur les mêmes erreurs, deuxième possibilité, il y a un changement de régime. Ah oui, il peut y avoir des soulèvements, comme dit Michel Maffezoli. Voilà, il peut y avoir des soulèvements, un changement de régime, c'est-à-dire que on les empale, on leur file des coups de fourche, et puis il y a des gars qui étaient de l'autre côté de la fourche qui prennent le pouvoir. Bon, la Révolution française, c'est la Révolution. Bon. Et puis le troisième, c'est que si ça marche pas non plus, vous avez le changement, non pas d'élite politique, mais de régime. C'est-à-dire vous passez de la royauté à la République, je veux dire, la Révolution française. Allez. Et puis le dernier, c'est que vous avez le changement de la disparition du pays et le changement de civilisation. Ouais. Et je ne sais pas où ça s'arrête chez nous, mais ce que je sais, c'est que si on continue à interdire le premier, derrière, il n'y a que des solutions violentes. Ouais. Et c'est ça qui me fait très peur, c'est que je ne vois pas d'autre solution que d'aller leur taper sur la tête.
Oui, le problème, c'est quand il n'y a plus d'issue, évidemment, quand le réel ne frappe plus la porte, il enfonce la porte, voilà. Et puis les fenêtres, et puis tout le reste. Voilà, ce que vous dites est très important, parce que dans le fond, le but de tout le monde, ce serait de chercher des solutions politiques. C'est-à-dire qu'un homme de bonne compagnie, si c'était le cas de M. Macron, démissionnerait en disant, écoutez, j'ai failli, je vais prendre ma retraite bien que je sois jeune, et puis maintenant... on va essayer de faire autre chose. Enfin, il lancerait un mouvement pour l'initiative populaire, pour le référendum. Il nous met des commissions à la noix, qui sont... la refondation et la autres. refondation, je sais pas. Tout ça, c'est du pipeau. C'est pour faire travailler des petits copains qui leur permettra d'avoir 13 ou 14 retraites de l'État, quoi. Ouais, c'est assez sombre, mais enfin, vous savez, c'est pas parce qu'il fait sombre qu'on va manquer de tenue. Nous, ici à Sud Radio, et vous aussi, Charles Gave. Je crois que nous avons des auditeurs, Alain. Absolument, Laurent de Montpellier, qui nous appelle. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Gave. On vous écoute, Laurent. Voilà, c'était pour apporter une précision sur l'électricité nucléaire. Elle ne représente que 17% du mix énergétique français. Ouais. Je dis 17% parce que nous tournons surtout au pétrole pour les 44 millions de voitures et 50 camions que nous avons. Ensuite, je voulais dire simplement que actuellement nous finançons la guerre en Ukraine des deux côtés. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre avec des versements d'argent de l'Europe et de la France et des armes. Et nous aidons la Russie à attaquer avec les achats d'hydrocarbures. Donc nous finançons la guerre vraiment des deux côtés. C'est ça qui est intéressant, c'est la réalité. Voilà. Et pour en terminer, je voulais dire que Bruno Le Maire est un génie avec tout ce qu'il nous avait promis de faire effondrer l'économie russe. C'est le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Mais on voit que M. Macron veut le surpasser, parce que vous l'avez entendu à la télé comme moi, il a bien dit que la France va devenir exportatrice de gaz. Vous avez entendu cette phrase? Oui. Nous allons vendre du gaz aux Allemands, ils vont nous acheter... nous allons vendre du gaz aux Allemands et on va acheter de l'électricité aux Allemands. C'est ça? Oui, ça d'accord, mais c'est le terme, dire que la France devient exportatrice de gaz. C'est fantastique, c'est fantasmagorique. Voilà, il n'y a pas de rapport avec la réalité. Ces gens-là vivent dans un monde qui n'est pas le mien, qui est ailleurs, qui est le monde des bisounours, où le dernier gisement de gaz qui a été trouvé en France, à ma connaissance, c'était à Lac. C'était dans les années 55, et aussi curieux que ça paraisse, c'était le frère de ma mère qui l'avait trouvé, qui était le géologue de la SNPA. Donc, le gaz de Lac. Le gaz de Lac, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, mais depuis, on n'a rien trouvé en France. Enfin, je ne pense pas. Eh bien, oui, mais on va exporter du gaz, mon cher Charles Gave, c'est ça. Oui, mais où va-t-on le produire? Merci, Laurent. Voilà. Et là, on va donc se retrouver juste après une petite pub. On continue de vous donner la parole sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, les auditeurs qui se pressent à Sud Radio, je sais. Exactement, c'est Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Fidèle auditeur de Sud Radio et soutien, je dois dire, inconditionnel et historique de Charles Gave. C'est gentil, ça. J'ai une petite question quand même qui me chiffonne, c'est pourquoi est-ce que nos nouveaux députés sont-ils complètement muets sur le scandale d'EDF, qui pour moi est un scandale historique. Et je m'étonne en fait que la représentation parlementaire, la représentation nationale, soit complètement absente, tout parti confondu, alors que là il y a un boulevard, à mon avis, qui se présente à eux, et je trouve ça très surprenant. Alors comment est-ce que Charles... Juste un mot, Pierre, vous savez qu'ils sont en vacances jusqu'en octobre. Hein, oui, ce qui est pour la première fois depuis 20 ans, il n'y a pas de session extraordinaire du Parlement, alors qu'il se passe ce qui se passe. On peut s'exprimer sans session en tant que chef de parti, par exemple. C'est vrai. Alors, ça, c'est une des questions les plus difficiles qui soient, parce que déjà, en utilisant votre cerveau, vous avez un mal de chien à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais essayez comprendre pourquoi d'autres personnes raisonnent de travers depuis toujours, j'y suis jamais arrivé. Alors, ça fait des années que je suis stupéfait, par exemple, de la réponse des juges à toutes les atteintes qui ont été faites aux droits fondamentaux des Français. J'aurais pu penser que, au moins quand Pétain a demandé un serment
au juge, il y en a un qui a refusé. C'est vrai. Un sur la totalité de la magistrature. Mais j'attends toujours le juge qui va refuser, je sais pas, les trucs comme l'interdiction de la messe ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'était les atteintes à la liberté individuelle depuis 2 ans étaient incroyables. Donc l'interdiction de la messe. Il y a pas on ne pouvait pas se rassembler pendant 2 ans, on n'avait pas le droit d'aller à la messe. Oui, c'est vrai. Vous ne pouviez pas parce que vous alliez attraper je sais pas quelle maladie, mais si je préfère attraper une maladie en état de sainteté et crever, c'est mon droit. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, non mais la question de Pierre quand même, cette espèce d'absence quand même pendant un mois. Alors, c'est la constitution de la 5e qui est une saloperie incroyable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir législatif. Et il n'y a pas de pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif est complètement dominant. Il n'y a pas de contre-pouvoir en France, dans aucun domaine. Et la presse a été achetée par des gens qui sont des stipendiés du gouvernement. Et la presse ne fait que dire ce qu'on lui dit de dire, quoi. C'est enfin pas toute la presse. Il y a quelques points de résistance comme ici, par exemple, mais c'est pas courant. Donc, si vous élisez que des lâches, eh ben vous avez ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez le grand silence blanc, effectivement, des gens de. Vous vous souvenez du grand cimetière sur la Lune, là, c'était de Georges Bernanos. Bernanos, c'est ça. Il arrêtait pas de gueuler contre le fait que la droite chrétienne ne disait rien contre les massacres préparés par les franquistes. C'est vrai. Il ne disait rien. Et pour lui, c'était un scandale incroyable. Et pour tout le monde. Ouais. Et ben aujourd'hui, si vous voulez, ces gens qui se prétendent des démocrates ne disent rien contre le massacre du peuple par ceux qui sont chargés de le représenter. Oui, et la désintégration des libertés, en tout cas la réfraction des libertés. Alors, Maurice nous appelle de Paris. Bonjour Maurice. Bonjour Maurice. Oui, monsieur Verkov, bonjour. Monsieur Gave, bonjour. Écoutez, je vais essayer d'être rapide. J'adhère à 100% à ce que dit monsieur Gave. Il a tout à fait raison. On est dirigé par des imbéciles, mais je pense que c'est volontaire. Parce que monsieur Gave, il épargne un peu ces gens-là. Moi, je pense que monsieur Gave, il sait très bien de ce qu'il en est. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont aucune marge de manœuvre puisqu'ils obéissent à ce qu'on appelle vulgairement le nouvel ordre mondial, et vous le savez très bien. Et la question que je voulais poser à monsieur Gave, qui connaît bien la Chine, je pense, je voudrais savoir, est-ce que ça n'a pas été volontaire dans les années 90 en Europe de prendre le virage des services, à la demande bien sûr des États-Unis, pour ne pas leur faire de concurrence au niveau industriel, sauf l'Allemagne bien sûr, hein, on a coulé l'Italie et la France volontairement au profit de l'Allemagne. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui on n'est pas en fait dans un régime communiste déguisé, avec tout ce que dénonce d'ailleurs Jean Robin sur votre radio, monsieur Berkov, c'est-à-dire la pression des lobbies de la French China Foundation et puis du Paris Shanghai Club. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Bon, et oui, Charles Gave. Écoutez, cette histoire du complot, ça m'embête parce que d'abord, j'en sais rien. Et ensuite, si j'ose dire, si je regarde l'histoire de France, on n'a pas besoin des étrangers pour se tirer des balles dans la tête tout seul. Hein. On a toujours été les meilleurs pour se foutre en l'air. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 90 ? Il s'est passé que on suivait une politique très inflationniste, mais qu'on ne voulait pas avoir de hausse des prix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement commencé à importer de Chine, où c'était pas cher. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous vendaient leurs produits, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on leur donnait ? Des obligations de l'État français. C'est-à-dire un effet à recevoir sur la richesse que produirait la France éventuellement dans le futur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé nos usines en France pour les ouvrir en Chine, et qu'on a subventionné ça en versant des obligations à l'État chinois. L'État, ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve, on n'a plus d'industrie. Et ils ont toujours les obligations, ces couillons. Ils vont les présenter un jour, et donc ils les présenteront, ils achèteront ce qu'ils voudront en France à une valeur à la casse. Donc, je crois que c'est simplement, ils voulaient une politique inflationniste, c'est-à-dire de subvention des gens qui ne travaillent pas, et Dieu sait qu'on l'a eu depuis 20 ans ou 30 ans. Ils l'ont faite, et ils n'en ont pas eu les conséquences, qui étaient la hausse des prix, parce que la hausse des prix a été arrêtée par la Chine pendant 20 ans. C'est ça. La Chine nous fournissait des choses à bas prix, là, il n'y a pas de problème. Et on a vu les médicaments, etc. Charles Gave, une dernière question que beaucoup d'auditeurs nous ont posée, et je me fais leur porte-parole, c'est le côté où va l'argent. Je veux dire, on est tous là, on est 25 millions, 30 millions, 40 millions de contribuables, hein, les cochons de contribuables, les cochons de payants. Bon. Le budget, etc. On ne va pas parler ici de la dette, etc. Mais quand même, il n'y a jamais, là aussi, de contrôle. On veut savoir, si je suis copropriétaire de la maison,
j'ai des réunions avec mon syndic et il me dit voilà, votre budget est allé là. Nous sommes copropriétaires de la Maison France. Il n'y a jamais d'audit. Il n'y a pas d'audit. On pourrait savoir un tout petit peu, même sans où ça va, parce que on ne parle que de dettes, des déficits, etc. abyssaux. Et puis nous, on dit ah oui, c'est terrible, on peut pas. On est. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est un véritable déficit démocratique? Et je veux dire, beaucoup de gens nous ont posé la question. C'est le déficit démocratique. Parce que vous ne pas oublier que la démocratie commence avec Locke au XVIIIe, et c'était le contrôle des dépenses de l'État par le vote des impôts. Donc aujourd'hui, ça veut dire... le contrôle des dépenses de l'État. Où il est ce contrôle? Eh ben, autrefois, c'était fait par le Parlement, mais on y a répondu dans la question précédente. Le Parlement, il est là, il est très content, tout va bien. Et je crois qu'en Europe, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas c'était vrai l'an dernier, il y a un audit qui est fait des dépenses budgétaires de l'Europe, vous savez, par je sais quelle grande société d'audit. Ça fait 25 ans, je crois, qu'ils ont refusé de signer les comptes depuis 25 ans. Ah bon? Oui. Refuser de signer les comptes, parce que y a des telles fraudes à l'Europe qui refusent de signer. Ben, vous pourriez penser que ça attirerait l'attention, je sais pas, des journalistes, des hommes politiques, des... Revenez par exemple à ce bon Charles Pratt qui dit, je ne sais pas si c'est vrai. On l'a reçu il y a 1 heure, oui. Voilà, il y a 55 ou 56 milliards de fraudes ou 60. Il y a je ne sais pas combien de millions de cartes vertes de plus qu'il n'y a de citoyens. Donc il y a peut-être un loup là. Ben, je ne sais pas, mais si je pouvais économiser 50 milliards. Mais je vais vous dire la réalité, moi j'ai été homme d'affaires toute ma vie. Quand les affaires vont pas, bon, vous dites au gars, écoutez, les frais généraux là, on va couper tout ça de 10%. Hein. Donc, vous prenez plus l'avion en première, en soute comme tout le monde. Et je veux dire, vous prenez des trucs qui sont désagréables, mais qui vous changent pas la vie. Ouais. Vous allez chez McDonald's plutôt qu'au restaurant 3 étoiles. Vous voyez, des trucs simples, quoi. Et vous baissez vos dépenses de 10 ou 15%, et personne ne se rend compte de rien du tout. Moi, si j'étais ministre du budget, honnêtement, je crois que je pourrais couper les dépenses de 25% en France, et personne ne se rendrait compte de rien. Tellement il y a de gaspillage, de gâchis, etc. Du vol. Du vol, oui. Du vol à la tire, c'est extraordinaire. Donc, il y a des gens qui s'engraissent comme des cochons sur ce déficit budgétaire. Je ne connais pas le nombre de gars en Algérie, par exemple, qui ont 140 ans. Quoi. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans la mentalité française, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris la dernière fois que j'ai été en province, etc., c'est que voler n'est plus honteux. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas le choix, donc on... Non, mais c'est normal de voler. Normal, oui. C'est normal. Mais quand j'étais enfant, voler, c'était le déshonneur suprême. Vous alliez à Auch quand j'étais gamin, il n'y avait pas une maison qui était fermée, tout le monde allait se promener, il n'y avait pas de... Et donc, en l'espace de 40 ans, on a enseigné aux enfants à l'école que voler, c'était pas grave, que c'était que reprendre à ceux qui avaient volé de toute façon puisqu'ils étaient riches. Le cynisme de la résignation. Le cynisme, et ça fait des citoyens qui sont en dessous de tout, parce qu'ils espèrent, eux, se brancher sur une source qui va leur permettre de vivre sans travailler. Grappiller un peu. Mais ça ne marchera pas comme ça. Ouais. Mais non, tout le monde va être ruiné. Merci Charles Gave, et merci aux auditeurs de Sud Radio. Merci de nous avoir suivis avec notre invité donc du Face à Face du jour, Charles Gave, président de l'Institut des Libertés et économiste. Cette émission a été préparée par Thibaut Sadler à la réalisation et nous vous retrouvons demain avec André Berkoff, Céline Alonso et leur invité Louis Chédid pour la culture dans tous ses états. Merci de nous avoir donc suivis. L'info continue avec Brigitte Lahaye qui reçoit Michel Odoul pour vous livrer la meilleure méthode pour rester en bonne santé dans son esprit et dans son corps. Bon après-midi sur Sud Radio. Sud Radio.